Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce numéro spécial de l'ESM Made in France où nous allons débriefer l'Eurovision Junior 2021 en compagnie d'Adil. Bonsoir Adil. Bonsoir. Également de Corentin. Bonsoir Corentin. Bonsoir. De Gwen. Bonsoir Gwen. Bonsoir. Également de Frédéric et d'Alexandre et de moi, donc votre présentateur pour ce soir, Arthur. Donc nous allons parler bien évidemment des prestations qu'il a eu lors de cette Eurovision Junior 2021, de l'organisation par France 2 et des résultats. Mais ce qu'il y a d'intéressant dans l'équipe du podcast ESM Made in France, c'est que chacun de nous a une expérience différente, car en effet, Gwen, Alexandre, Frédéric et moi-même, nous sommes allés sur place. Adil l'a vu à la télé et Corentin était dans les backstage. Donc ça va nous amener à avoir des discussions assez différentes et des expériences plutôt divergentes les unes des autres. Je propose donc, avant qu'on commence donc de parler des prestations de France 2 et des résultats, on va faire une petite interview de Corentin qui a vécu cette expérience en backstage. Donc encore une fois, bonsoir Corentin, merci d'être là. Grand plaisir, salut. Donc en tant que bénévole, tu as participé donc avec la délégation ukrainienne qui cette année, pour le rappeler, envoyait la chanson Vagile de Olena Uzenko. Est-ce que tu peux nous décrire tout d'abord une journée type en tant que bénévole? Alors des journées types, il n'y en a pas. Et des journées types en tant que bénévole... En fait, moi j'ai peu de journées types. Certains bénévoles ont pu avoir des journées types parce qu'il y a plusieurs catégories de bénévoles, on va dire. Tous les bénévoles à l'Eurovision Junior font pas la même chose. T'avais d'un côté, par exemple, le rôle que j'ai assuré moi, qui était ce qu'on appelle un delegation host, donc qui consiste à suivre une délégation et à s'en occuper un petit peu, répondre à leurs questions, à leurs demandes, ce genre de choses. Mais après, il y avait d'autres bénévoles. Il y avait des bénévoles basés plus à l'hôtel des délégations, qui s'occupait de coordonner les transports, les arrivées à l'hôtel, les retours à l'hôtel, les demandes à l'hôtel, ce genre de choses. Il y avait des bénévoles qui étaient basés à la scène musicale, donc dans la Delegation Bubble pour s'occuper de la Delegation Bubble, envoyer les artistes sur stage au bon moment, répondre à leurs demandes, ce genre de choses. Il y en avait qui étaient à la scène musicale qui s'occupaient de la partie restauration le midi, donc quand les délégations étaient sur place parce qu'il y avait des répétitions ou parce qu'il y avait le show ou les shows le samedi et le dimanche. Il y avait un système de restauration sur place, il fallait faire tourner, envoyer les bonnes délégations au bon moment, tout dans le respect des règles de distance, des capacités des salles, ce genre de choses. Et ce que j'oublie des gens, grosso modo c'était ça. Après il y a les bénévoles qui s'occupaient de remplir les sacs de goodies au tout début, mais qui ont été rapatriés sur d'autres rôles au fur et à mesure de la semaine. Donc pour revenir à ta question, en fait des journées typiques, moi j'en avais pas. Les bénévoles qui étaient à la scène musicale dans la bubble, ils n'en avaient pas non plus. Parce que c'était un peu sport tous les jours, il y avait des imprévus, il fallait gérer ce genre de choses. Donc je sais pas s'il y a vraiment des journées typiques. C'est ça en fait, quand j'ai réfléchi, je pense pas qu'il y ait un seul bénévole qui ait eu une journée typique qui s'est répétée tout au long de la semaine. C'était des journées de combien d'heures à peu près? Alors, c'est pareil, ça va dépendre des bénévoles. Les bénévoles qui étaient à la scène, ils avaient des journées un peu plus longues, parfois très longues, qui pouvaient aller du matin jusqu'au soir. Nous, les delegation hosts, pour le coup, on était 2 normalement par délégation, sauf exception. Et donc on s'arrangeait pour faire des roulements, même si après le planning, on pouvait s'arranger avec les organisateurs pour se partager les tâches et voir un peu plus de choses tous les deux. Par exemple, que quelqu'un fasse pas toutes les répétitions, mais qu'on se partage un peu, que quelqu'un fasse la première et quelqu'un d'autre la deuxième, ce genre de choses. Donc les journées, ça va dépendre. J'ai quand même eu des journées très longues parce que j'ai voulu être sur site plus longtemps. Les journées pouvaient commencer très tôt parce que notamment les délégations étaient soumises à des tests Covid tous les matins. Et pour le coup, j'étais sur place, notamment pour récupérer les résultats des tests. Et les tests pouvaient être aussi tôt que 8h, 7h30, 7h du mat. Donc c'est sport, ça fait des réveils assez tôt parfois. Et ça pouvait se terminer... le plus tard que ça se soit terminé, c'était le jour du jury show. Parce que... Je sais plus si c'était le jour-là qu'il y avait la répétition des spokespersons aussi, je suis pas sûr, je crois. Et ça se terminait vachement tard parce que le jury show était pareil 1 heure plus tard que la finale en réalité.
Et j'ai dû finir, je dû rentrer à la maison à 22h30, un truc comme ça. Euh, donc on a vu quelques tweets passer que tu faisais, dont un qui m'a un peu interpellé, c'est un tweet où tu décrivais une salle de concert dans l'hôtel, une sorte de salle de répétition. Est-ce que tu peux nous décrire plus cet hôtel où les candidats répétaient? Ouais, alors je sais pas à quel point je peux rentrer dans le détail, donc je vais essayer de faire attention à ce que je raconte. Mais grosso modo, donc il y avait un hôtel pour toutes les délégations, et en fait il y avait le premier étage de l'hôtel, il y avait des salles il y avait des bureaux, des salles de conférence, ce genre de choses qui ont été pour le coup réservées et banalisées pour l'Eurovision Junior, donc réservées aux gens de la logistique et à diverses choses. Il y avait notamment une salle dédiée aux tests. Et en fait, tu avais une espèce de grande salle dans laquelle il y avait des portes qui menaient vers d'autres plus petites salles. Et dans cette salle-là, ils avaient dégagé un espace au bout pour que les délégations puissent avoir un peu d'espace pour danser et répéter leur numéro. Donc ouais, c'était assez marrant, il y avait un planning sous forme de tableau, là, comment dire, tu sais, les tableaux avec des feutres, là, les tableaux à feuilles que tu retournes, Ouais. bon bref. Et chaque délégation pouvait dire, bah, je réserve ce slot-là pour répéter. Et donc ce qui fait qu'au cours de la journée, si t'étais dans cette salle-là, qui est un peu le hub central en fait à l'hôtel, tu pouvais voir les délégations défiler et répéter. Donc j'avais pu voir par exemple l'Italie, qui a vu d'autres, la Russie, la France, et je crois que c'était à peu près tout, parce que j'étais pas tout le temps à l'hôtel. Mais du coup c'était sympa de voir les délégations répéter pendant que j'attendais les résultats des tests par exemple. On a vu une bonne ambiance donc dans les stories Instagram, une bonne ambiance entre les participants. Est-ce qu'il y avait une bonne ambiance entre les délégations? Ouais, grosso... Ouais. Il y avait une bonne ambiance, aussi bonne qu'on peut l'imaginer en fait. Ils se croisaient forcément parce qu'ils étaient tous dans le même hôtel. Il y en avait certains qui connaissaient des membres d'autres délégations parce qu'ils ont travaillé ensemble par le passé, genre des chorégraphes d'Europe de l'Est, ce genre de choses. Mais ouais, il y avait une bonne ambiance, il y avait une très bonne ambiance entre les participants. Ça jouait au baby-foot ensemble dans le lobby de l'hôtel, ça parlait ensemble, ça s'échangeait des cadeaux, c'était ouais, très bonne ambiance, très très bonne ambiance. Ça fait quoi en fait de vivre un événement Eurovision en tant en tant qu'organisateur en quelque sorte, en tant que bénévole? C'est extrêmement chouette, c'est super intéressant, super instructif. C'est la première fois que j'ai pu assister à l'Eurovision de cette manière-là, et pour le coup j'ai fait énormément de choses, pas seulement les transferts de la délégation hôtel scène musicale, mais aussi pendant leur répétition. Alors pour le coup moi j'ai assisté à la première répétition d'Olena pour l'Ukraine, j'ai pu les suivre partout quoi. Au INIR, jusque sur la scène, dans la salle pendant la répétition, pendant toute la durée de la répétition. Euh, T'es dans la delegation bubble pendant la journée, du coup, donc tu vois le feedback vidéo des répétitions de la même manière que la presse le voit en fait dans le centre de presse. Donc tu vois ça aussi, tu vois d'autres pays répéter avant que ton pays passe, après que toi tu sois passé. Tu as les feedbacks des répétitions générales, notamment le jury show et le show live. Euh, mais surtout tu vois toute l'organisation, tu vois tout le planning de toute la journée, du staff, des délégations, des bénévoles, ce genre de choses, et c'est des choses dont tu n'as absolument pas idée quand tu regardes à la télé. Ceux qui pour le coup suivent l'Eurovision d'un peu plus près comme nous vont avoir cette, certaines de ces connaissances-là. On sait qu'il y a des répétitions, on sait qu'il y a ci, on sait qu'il y a ça, mais il y a énormément de choses qu'on voit pas, Hmm. des choses qui se passent plus ou moins bien, mais qui se voient pas à la télé, parce qu'au final, le show télé, il est quand même relativement clean, mais il faut se dire que derrière, tout n'a pas forcément été facile. Et donc, ouais, c'est ultra enrichissant, c'est ultra intéressant, et c'est beaucoup de fun. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir, malgré les galères, malgré les imprévus, j'ai pris énormément de plaisir. Et je Et, me revois pas, enfin, je me disais au début, ok, je ferai cette expérience-là, mais si un jour l'Eurovision adulte vient dans mon pays, je ferai pas bénévole, enfin, clairement, j'irai y assister. Mais en fait, après avoir fait ça, je me dis, mais c'est hors de question que je vive une autre Eurovision en France d'une autre manière qu'en étant bénévole. C'est pas possible. en tant que delegation host, est-ce qu'il enfin, c'est une sorte de responsabilité? Est-ce que c'est pas un peu stressant parfois? Ouais, non, si je me dis, ça va dépendre des délégations, mais en fait, elles ont toutes été globalement autonomes dans la mesure où, pour beaucoup d'entre elles, pour toutes même, je crois, c'était pas leur première Eurovision.
C'était pas la première Eurovision junior, c'était pas la première Eurovision. La chef de la délégation ukrainienne, elle est en poste depuis 2017 par exemple. C'est ça, 7 ou 8e Eurovision. Donc elle sait comment ça marche en fait. Elle n'a pas forcément besoin de quelqu'un pour lui dire où aller à chaque étape. Mais on a quand même un rôle. On a un rôle où on va être en lien. Ça va être nous le lien en fait avec l'équipe de logistique. S'il y a des changements de planning à faire, on va être là pour les aider. Puis on va être là aussi pour les aider pour un paquet d'autres requêtes plus ou moins liées directement à l'organisation du concours. Donc non, pour le coup, je l'ai pas vécu comme étant très stressant. Il y a parfois c'était un peu plus sport, un peu plus rythmé. Mais j'ai pas été. Non, j'ai pas ressenti de pression particulière à l'idée de m'occuper d'une délégation parce qu'il était super autonome. Et alors, maintenant je vais passer la main aux autres chroniqueurs. Est-ce que l'un d'entre vous a des questions à poser à Corentin? J'ai pas vraiment de question, mais si je devais avoir, je suis en train de réfléchir, c'est juste. Est-ce que vraiment t'as pu croiser un peu les fameux commentateurs, t'as pu visiter la scène musicale? Pas vraiment. Est-ce que j'ai pu visiter? Non, en fait, pour la simple et bonne raison que t'as une accréditation et t'as quand même des accès limités. Tu vas pas avoir accès à tout le temps, partout. Et cette année, les accréditations étaient très très limitées. Il fallait avoir une escorte vraiment pour aller à peu près partout en fait, en dehors de la delegation bubble et du centre de presse. Donc je me suis baladé un peu, je suis allé visiter la partie presse, où il y a le centre de presse et les salles d'interview. J'ai pu rencontrer des gens que je connaissais avant et c'était drôlement chouette. On a un peu libre cours dans la delegation bubble, euh, mais on n'a pas une libre visite de tous les endroits. Est-ce qu'on a croisé des gens? Ouais. Hors les artistes participant à l'Eurovision, on a croisé dans la delegation bubble Valentina, Carla, Barbara. Elles sont tous les trois venus à des moments différents de la semaine. On n'a pas du tout vu Olivier et Elodie pour le coup. On n'a pas vu non plus Marianne et Stéphane Bern. J'ai croisé, par contre, qui j'ai croisé Martine, Martine Sterdal, donc le superviseur exécutif de l'Eurovision. Je l'ai croisé quand la première répétition, il était là pour accueillir chaque chef de délégation. Et on l'a croisé aussi dans la bubble. Il se baladait, je sais plus quelle occasion, juste avant le jury show, il me semble. On a croisé Alexandra Redamiel, qui était productrice sur le concours. Cool. Pareil à plusieurs reprises. Alors oui, c'est marrant que tu parles de Martin Sterdal parce que nous on était absolument estomaqués quand on était dans la file d'attente pour entrer dans l'aréna. En fait, on l'a vu déambuler comme Monsieur Tout le Monde avec son costume et un sac à dos. Et en fait, ça nous a tellement fait bizarre qu'il n'y ait personne autour de lui, que personne vienne lui parler, qu'on n'a même pas osé nous-mêmes aller le voir. Tu vois, on s'était dit, il va nous jeter ou quelque chose. Et c'était bizarre, tu vois, le mec. Ça nous a donné vraiment l'image très suédoise, tu vois, du mec. Enfin, c'est le patron d'Eurovision, mais il déambule comme ça et personne ne remarque. Enfin, c'était une sensation très bizarre. C'est la meilleure façon de passer inaperçu. C'est marrant, ouais. Mais tu peux imaginer que les gens dans la file d'attente, le public général connaît pas forcément ce bonhomme-là. Donc ça paraît pas si déconnant Ouais, que j'avoue. personne vient le voir. J'avoue. Donc ouais, Martine, Vous avez Alexandra. pu discuter un petit peu avec Alexandra, non, aussi? Pas vraiment en fait. Quand on l'a vu vraiment passer dans la semaine, elle passait en fait à discuter avec d'autres gens, avec Martine par exemple, et elle faisait que passer. Elle nous a quand même, c'est quand même elle qui faisait le briefing des bénévoles le samedi, donc le samedi avant le début de la semaine. Et c'est aussi elle qui a fait le briefing à l'arrivée des délégations à l'hôtel. Mais en dehors de ça, non, on n'a pas pu lui parler forcément. C'était pas notre contact primordial de toute façon côté production. On avait un contact, en plus du contact de côté logistique, mais qui n'était pas Alexandre. D'accord. Fred, Ok. t'as d'autres questions pour Et Quentin? est-ce qu'il y avait certaines choses que tu aurais voulu faire, que tu aurais imaginé pouvoir faire, ou enfin, t'aurais imaginé que tu aurais fait, que finalement c'était différent, que t'as pas vraiment fait, ou... Ouais. Globalement, non. Je veux dire, ce que j'ai pu faire, ça correspondait pas mal à l'idée que je me faisais du rôle de ce rôle-là. Si j'avais pu parler avec plus de gens, que ce soit des bénévoles ou des gens d'organisation, ou Martine, des gens de l'UR ou autre, j'aurais adoré le faire, mais après le temps venait à manquer forcément, ils n'étaient pas toujours là. Donc ouais, c'était un petit regret de pas avoir pu parler avec plus de gens, mais sans plus, quoi. Il y aura sûrement d'autres occasions d'en reparler quand on gagnera le junior d'ici 3 ou 4 ans qui reviendront.
Tu t'es fait des amis parmi les volontaires? Ouais, à voir si les relations tiennent, mais effectivement, on s'est fait des amis, on a un groupe WhatsApp gigantesque là pour qu'on se revoie après les fêtes. Oh, c'est super cool. On se suit. Et j'imagine qu'il y en a beaucoup qui voudront aller à Turin aussi. Pas mal, oui, mais en fait, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de bénévoles qui sont pas forcément fans de l'Eurovision. Je sais pas si c'est la majorité, mais il y en a beaucoup qui sont pas venus là pour ça en fait. Qui sont venus parce qu'ils ont une connexion avec le domaine de la culture ou ce genre de choses. Ou qui sont là parce qu'ils ont été envoyés par les ambassades pour être bénévoles pour une délégation. C'est arrivé ça. Par les ambassades carrément, waouh! C'est pas arrivé souvent, mais j'ai eu écho d'un ou deux bénévoles qui effectivement ont été envoyés par l'ambassade. Mais je crois que c'était une époque où il manquait justement des bénévoles. Il n'y avait pas assez de delegation hosts, il en manquait quelques-uns. D'accord. Et donc je crois qu'ils ont appelé, l'organisation a appelé les ambassades en renfort. Et donc ouais, on va rester en contact, je pense, on se fait beaucoup d'amis. Tu rencontres 1 milliard de personnes pendant la semaine en fait. Enfin pas 1 milliard, mais tu rencontres énormément de bénévoles qui sont tous très sympas, très impliqués, très cool et ouais. Que ce soit les autres delegation hosts que tu vas croiser à l'hôtel parce que quand vous êtes tous deux à attendre les tests de votre délégation en fait. Ou à la scène musicale où là les bénévoles là-bas ont un rôle beaucoup plus primordial. Les bénévoles qui étaient dans la delegation bubble, je l'écris sur Twitter, mais c'était mon repère, c'était ma boussole. Si ça n'avait pas été là, j'aurais été très mal. C'est toujours eux qu'on pouvait aller voir pour leur poser des questions sur le planning, pour aller les voir en urgence parce que y a un truc qui allait pas, il y a un truc qui n'a pas été prévu, comment on fait, tout ça. Et c'est toujours là pour nous aider. Et en fait, forcément, ça crée un peu de lien, quoi. Tu deviens un peu compagnon de galère. Mais Adil avait une question qui était intéressante au début, avant qu'on enregistre, qui était est-ce que je vous ai croisé vous, est-ce que j'ai croisé les gens du podcast qui étaient sur site? On n'a pas eu l'occasion, du coup, non. Non, on n'a pas eu l'occasion, et donc c'est ce que je disais tout à l'heure en off, on s'est pas croisés du tout, parce qu'on n'était pas du tout dans les mêmes zones en fait. Faut bien comprendre que la scène musicale était clairement coupée en deux. Il y avait toute la partie backstage en fait, qui allait de la delegation bubble à la scène. Et après la partie publique, donc les gradins, l'entrée publique, etc., les couloirs qui mènent vers les gradins, tout ça c'était... On n'y allait jamais en fait. Si on y allait une fois, le soir du jury show. Mais en fait, c'est tout. Il n'y a pas eu de rupture de cette limite. Et ce qui est pas plus mal au final, puisque de toute façon, au contexte Covid, on peut pas avoir les délégations qui se mélangent là comme ça avec le public juste avant le show, c'est une très très mauvaise idée. Je comprends. Exactement, ouais. Et on en avait vu certaines arriver justement quand on faisait la queue. On avait vu 2-3 bus avec les petits candidats descendre. Et c'était marrant parce qu'on était pas comme nous, on arrivait vraiment à l'avance, genre on arrivait plus d'1 heure avant et on était peut-être 30 dans la queue au moment d'arriver. Du coup on les a vus arriver certains. Ouais. Du coup c'était l'entrée de l'autre côté carrément de la salle de concert. On a vu quand t'es en face de la scène musicale, en fait l'entrée des délégations elle est sur le côté gauche. Elle est sur le côté gauche de la scène. On a vu, je crois, les Dacia Musica arriver. On a vu l'Espagne aussi arriver, la Russie. Ouais, les écrivains, le petit espagnol, ouais. Oui, les Vidias, oui, il était là. Et c'était franchement cool. Les hôtels où ils résidaient n'étaient pas très loin, en fait, non? C'était de l'autre côté du pont, en fait. C'était pas très loin, c'était à Boulogne aussi. Il y en avait pour... combien de temps on mettait? 10 minutes, un quart d'heure avec la navette? C'est vraiment pas loin. Tout le monde était dans le même hôtel, ouais? Oui, toutes les délégations étaient dans le même hôtel. Les 19 délégations étaient dans le même hôtel. Pour cette deuxième partie de l'épisode, nous allons parler des prestations des candidats. Donc les 19 prestations qu'on a pu voir. Donc Adil à la télé, Corentin en backstage, Gwen, Fred, Alexandre et moi-même en live. Dans la salle. Donc pour ma part, alors Gwen et Alexandre c'était en Golden Seat, il me semble. Et Fred, t'étais en catégorie 2 ou 1? C'était un carré or. T'étais en carré or aussi? Ah non, moi non, parce que tu dis Golden Seat, mais je crois que ça s'appelait carré or. Oui, c'est pareil. Ouais, c'est la même chose. D'accord. Et du coup, toi, t'étais en catégorie 1 ou en catégorie 2, Fred? Je sais plus c'était quoi le numéro de la catégorie, mais je sais que j'étais dans les gradins en haut à gauche. Dans les gradins entouré de 90% des Arméniens qui étaient dans la salle.
Et moi, du coup, Ouais. j'étais en fausse. J'ai Euh, j'ai dû perdre l'audition sur la fin, je crois. euh, donc alors les prestations. Donc déjà, on va parler de notre ressenti, des prestations qui nous ont touchés, des prestations qui nous ont moins touchés. Adil, Mhm. qu'as-tu pensé de tout ça? Alors, dans l'ensemble, je trouvais que les prestations étaient vraiment de bonne qualité. Les acteurs se sont bien sortis et quoi qu'on pense de leurs chansons, ils ont rempli leur boulot. Bon, si dans les prestations qui m'ont marqué, je dirais Pays-Bas, Portugal et que j'ai voté Géorgie. Ah oui, c'était le pied, hein. Mais en fait, quasiment tout le monde m'a plu, hein. Euh, Ukraine, Serbie, Russie, tout le monde a fait le taf indépendamment mes avis personnels sur leur musique qu'ils ont envoyée, hein. Par contre, j'avoue, celui d'Enzo, c'était ultra stylé. Au niveau de la voix, on se sentait un peu essoufflé. Donc, j'étais un peu moins à fond par rapport à la version studio, hein. Corentin, comment as-tu vécu en backstage ces prestations? Alors pour le coup, j'ai pu avoir deux points de vue, parce que j'ai vu le jury show depuis la salle, depuis les gradins, Oui, effectivement. et le live depuis la bubble sur les télés avec le feed en direct. Et j'ai... Euh, pour être tout à fait sincère, je me rappelle plus de grand chose. Je me rappelle que je me rappelle que j'ai bien aimé, que c'était joli, que j'étais très satisfait, au moins de toutes les performances, que les délégations et la prod ont fait un super boulot. Je sais pas s'il y en a une qui m'a marqué plus que d'autres. Et après, enfin, je vais être très biaisé parce que je suis très attaché à certaines performances plus que d'autres, notamment celle de l'Ukraine parce que bah, forcément j'étais bénévole de l'Ukraine et j'étais assez à fond. Euh, je sais pas, j'ai peut-être moins aimé pour le coup la performance gagnante que d'autres. C'était pas forcément mon préféré, même Je si croyais j'aimais que beaucoup t'allais, la chanson. je croyais que t'allais dire que t'avais moins aimé la performance russe vu que t'étais à côté, t'étais avec la délégation ukrainienne. Genre, Après, je suis encore, enfin, est-ce que je suis encore soumis à un devoir de réserve? Non, pas forcément, je suis plus bénévole, mais il y a certaines performances qui m'ont peut-être un peu laissé sur ma faim, comparé notamment à ce qu'ils ont pu montrer dans la musique, dans le clip ou autre. Ouais, Notamment la Russie. Là, je m'attendais un petit peu ouais. plus. Mais enfin, il faut quand même Mhm, féliciter Tania, la pauvre. Elle est tombée malade à son arrivée. mhm. Elle a fait des gros efforts pour pouvoir chanter le dimanche et pour ça, il faut l'applaudir. d'ailleurs, c'est la seule où on peut dire que la voix n'était pas parfaite, mais elle est excusée. Franchement, c'est déjà un gros effort quand même qu'elle ait pu chanter ce soir-là. Non, mais en fait, je pense que tu as raison sur Tania. C'est vrai qu'elle a été malade, ça s'est beaucoup ressenti. Mais encore, elle a fini la 7e place et je pense qu'elle a réussi quand même à sauver bien les meubles grâce à sa chanson et heureusement que ça n'est pas mal tiré, je trouve. C'est pas non plus une mauvaise année au niveau des prestations. Mais je dirais que le classement final par rapport aux prestations, ça se reflète correctement. Je trouve que les 3 premiers avaient fait de très bonnes prestations. Après, de mon avis général, après avoir revu le live à la télé et puis même avoir vu le live directement sur place, j'étais un petit peu déçu des mises en scène. Je trouvais que ça manquait toujours de quelque chose. Mais sinon, après, ça m'a bien plu. C'était bien. Fred? Alors, ce qui est marrant, c'est que j'arrive pas à vraiment me souvenir. Alors, je sais qu'il n'y a pas toutes les délégations qui ont fait utilisation complète de l'écran immense qu'il y avait derrière eux. Et du coup, j'arrive pas à nommer qui. J'arrive plus à me souvenir exactement. Mais comme tu disais, Corentin, je trouve que après, bah, au-delà du fait que bon voilà, elles sont tombées malades la semaine où elle arrive à parler tout ça, je trouvais que la prestation scénique qu'ils avaient prévue pour elle est un énorme letdown comparé au clip en fait, parce que le clip bah, limite il survend la chanson, donc sur scène on s'attendait vraiment à quelque chose de beaucoup plus prenant visuellement que le simple fait qu'il soit sur un vélo et qu'au bout d'un moment, ça soit sur un cerceau qui monte, qui s'élève un petit peu. Et pour rejoindre ce que disait Gwen, ce qui est curieux aussi, c'est que, en fait, quand on regarde à la télévision, on voit bien, enfin, tu sais, on a l'impression que c'est un petit peu la magie du cinéma, c'est-à-dire que tu as des effets visuels ou des trucs qui se produisent sur l'écran que quand on est sur place, on voit pas.
Comme par exemple pour la prestation d'Enzo, moi ce qui m'a marqué, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était c'était un effet d'optique, les escaliers qu'il y a tout en haut sur les côtés, et que c'était pas un très grand escalier. Parce que moi, des photos que j'avais vues même sur Internet, je pensais que c'était un escalier immense en fait. Et en fait, il y a juste les marches du bas et l'arrière, c'est l'écran en fait qui montre l'image. Donc ça aussi, j'ai trouvé ça curieux. Mais sinon, oui, en général, les prestations, sinon, elles étaient assez bien. Il y a eu beaucoup de couleurs. J'ai beaucoup aimé ça. L'Ukraine, j'aurais peut-être pas forcément imaginé ça comme ça a été fait. Et par contre, le Portugal, j'ai énormément aimé la sobriété. Ça faisait très, la version portugaise de Barbara, quoi. Mais c'est exactement ce qu'il leur fallait en fait. Et ça s'est vraiment reflété dans le résultat. Personnellement, je vais parler surtout sur l'ambiance. Je sais pas comment vous l'avez vécu, Fred et Gwen, sur l'ambiance de la salle en général, mais je peux vous dire que dans la fosse, c'était incroyable en fait. On avait une ambiance de folie. C'est pareil quand on était assis aussi. Sur Moi, je la, crois qu'il y avait une grosse ambiance, limite bouillante, je dirais même. sur Ouais, mais je dirais pareil, surtout moi qui étais entouré d'Arméniens. J'avais une petite famille de Serbes à côté. Mais sinon, autour, c'était plein d'Arméniens. J'ai bien ressenti une ambiance. Ouais. c'est une ambiance que j'ai pas ressenti en re-regardant le live à la télé. C'est cette ambiance par exemple qu'on a eu sur la performance de l'Irlande dans la fosse, c'était le feu. Ouais. Vraiment, il a réussi à faire Ouais. danser tout le monde et tout. Il a vraiment embarqué tout le monde et on le ressent pas trop à la télé. Et c'est un peu dommage. Mais quand même, je dirais que c'est général. De quoi? Moi, je l'ai ressenti généralement à la télé, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas d'ambiance, alors qu'en réalité, il y avait une grosse ambiance, quoi. C'est ça qui est bizarre. Ouais. C'est un peu frustrant peut-être en regardant, parce que moi j'ai pas tout revu encore, j'ai vu peut-être un tiers, mais ouais, ça doit être un peu frustrant. Et après le truc c'est que comme on se faisait, tu sais, la remarque, il y a certains moments où, enfin, tu sais, la régie elle a dû atténuer certains sons, comme le moment où Carla elle interviewait je sais plus quelle délégation, et que tu sais, on a vu Barbara arriver, tout le monde Oui. s'est mis à gueuler. Les On Serbes, entendait- ouais, elle était on les entendait plus. Oui, On mais entend- voilà. C'était la Serbie, les Carla, Oui, pour ceux qui se demandent du coup pourquoi il y a des cris pendant l'interview serbe, c'est vraiment pas parce que elles étaient favorites, c'est vraiment parce qu'il y avait Barbara Pravi qui arrivait sur scène et tout le monde qui criait son arrivée. Mais Attends, je rebondis là-dessus. C'est assez marrant que vous dites que la Serbie, effectivement, c'était pas des favoris. Enfin, je pense que la chanson était clairement pas la préférée des gens. C'est dingue que, en fait, l'ambiance côté Delegation Bubble et côté délégation toute la semaine était complètement différente. Tout le monde a pris dans son cœur les deux petites Serbes. Et C'est je vrai. déconne pas quand je te dis que le pays, la délégation qui a eu le plus d'applaudissements le soir du show, c'était la Les Serbie. petites Serbes. sérieux? Ouais. Elles sont trop chou. Tout le monde était ouais. d'accord pour dire, mais elles sont trop chou. Oui. Elles sont Ah ouais, trop Tu chou. sais, quelque part, ça m'étonne pas. Quand on avait fait le podcast où on demandait nos premiers avis chacun sur les chansons, je me souviens, le truc que j'avais dit, c'est que la chanson ne peut ne pas paraître extrêmement compétitive ou accrocheuse ou tout ça, mais elle me donnait une impression d'authenticité, en fait. Elle me dégageait quelque chose de vrai et comment dire, de très accessible. Et c'est ça qui m'avait marqué avec ces deux petites serbes, ouais. Ouais, surtout que j'ai trouvé un peu leur mitaine, ça part, hein. Mais bon, après, la chanson, c'est vrai que j'ai un peu du mal. Et encore, même si c'est mon bonhomme 1, je la déteste pas vraiment. Et, Moi, personnellement, la Serbie, c'était pas celle que j'ai peut-être la plus appréciée ce soir-là. peut-être une performance où l'ambiance du public s'est peut-être un peu plus ressentie. Du coup, c'est la performance d'Enzo où il a témoigné, Forcément, ouais. il a témoigné après sa performance en disant qu'il ne pouvait plus s'entendre tant tout le monde chantait son refrain, toute sa chanson, toute la fausse chantait sa chanson et il pouvait plus s'entendre tellement on chantait fort et on était avec lui quoi. Et Ah, je peux te dire que les Arméniens autour de moi, ils connaissaient leurs chansons par cœur aussi, hein. sur la reprise, à la fin, j'entendais plus eux que la chanteuse elle-même. ouais, je te rassure, il y a très peu de chansons que j'ai parfaitement entendues lors des prestations, à vrai dire. Voilà. Et alors, je sais pas si on peut mettre ça dans la catégorie des prestations, mais on a une petite anecdote avec Fred et Alexandre. C'est que dans la file d'attente pour le junior, on était juste derrière les grands-parents de Pauline, la chanteuse allemande. Oui.
Et personnellement, donc dans la fosse, j'étais juste à côté de la mère de Pauline. Donc j'ai rencontré toute la famille finalement. Et c'est Ah ça, ouais, ils c'était. étaient dans la fosse carrément. Ouais, et c'était plutôt cool. Ah putain, ils ont eu la foi. Hein. Mais c'est des gens absolument adorables, hein. Franchement. Oui, On vraiment. avait un petit peu discuté avec eux. Il y avait un autre fan aussi qui était bien avec nous. Et franchement, on a passé un bon moment à faire la queue avec eux avant d'entrer dans la salle. Mais d'ailleurs, il s'appelle Alex. Bonjour à toi, du coup, si tu nous écoutes. Oui, Euh, si tu nous écoutes, Alexandre, ouais. Je sais qu'on euh, s'était échangé nos contacts, donc ouais. ah oui, je voulais dire une dernière chose aussi sur la performance du Portugal que j'ai adoré aussi. Et j'étais très content d'avoir voté pour cette chanson. J'ai vraiment pas regretté mon choix. Donc Alexandre, qu'as-tu pensé de ces prestations? Eh ben, je vais tout de suite commencer par ce que je n'ai pas aimé. Par chance, il n'y a pas beaucoup, hein, forcément. Mais je ne suis pas... Alors, je m'y suis habitué, mais je suis pas de base un très grand fan du format... Pardon. Je suis pas un très grand fan du format Letterboxd, ça s'appelle comme ça, plus communément appelé du format film qu'ils ont utilisé pendant les performances. Donc, c'est un choix artistique. C'est un choix fait par France Télé, je pense, d'avoir fait ça. Alors, est-ce qu'ils ont fait ça par rapport au fait que la scène, enfin, et même l'arène était un peu moins grande que d'habitude et un peu moins haute aussi. Je me demande si c'est pas, il n'y a pas un rapport avec ça. Mais sinon, voilà, c'est un peu de mal à m'y habituer. Mais c'est pas grave en soi. Oui. Au moins le fait qu'elles soient toutes comme ça et pas qu'il y ait genre la moitié des performances qui soient comme ça et l'autre moitié qui ne le soit pas, ça, au moins ça fait de la consistance. Et Ouais. c'est une bonne chose. Ça suit un petit peu la continuité de Voilà. Valentina, voilà. Exactement. Sinon, pour toutes les prestations, je suis content. Mis à part, vite fait, alors j'ai trouvé la prestation déjà de la Russie qui était assez... alors, je dirais que c'était la plus décevante parce que ça manquait un peu d'énergie par rapport à ce que j'imaginais. Et le fait... En fait, je m'attendais à ce que ce soit mieux que pendant la sélection nationale, du coup, préenregistrée, diffusée sur Carousel, donc, où pour le coup, c'était pas... il n'y avait pas beaucoup d'énergie. Bah, là, il n'y en avait pas beaucoup plus. C'est dommage parce que la chanson est énergétique justement, donc c'est un peu gâchis, c'est un peu du gâchis. D'ailleurs, on a oublié de le dire, mais on peut remercier la télé russe de nous avoir épargné cette peluche sur cette mascotte au vote un peu gênante, qui c'est du cochon. On peut les remercier. Et sinon, le fait qu'ils aient, réduit en tonalité la chanson, ça aussi, ça m'énerve quand les délégations font ça. Je peux comprendre pourquoi ils font ça, pour aider les artistes, parce que ça leur correspond mieux à leur timbre de voix. Mais dans ce cas-là, leur faites pas chanter la version originale comme ça. Enfin, c'est ça que je comprends pas, en fait. Et voilà, et puis encore, ça m'a frustré, mais bon, après, on m'avait dit dans le serveur de Michael que c'était déjà ça lors de la NF russe. Oui, ça je sais, je l'ai vu, mais justement, c'est, voilà, quoi. C'est pas cool. C'est pas cool. Et sinon, je ne savais pas, en fait, je m'attendais pas un peu à la fin, un peu différente de la prestation russe, justement, où le refrain se termine un peu abruptement. Donc ça, c'est une petite modification qu'ils ont faite dernier moment, mais qui rend plutôt bien. Donc en live, ça rend, c'est très bien. Donc voilà, parfait, rien à dire là-dessus. Sinon, la performance de l'Irlande aussi, pour le coup, je préfère un peu plus à la Russie, parce que de base, je m'attendais pas à grand-chose. Mais effectivement, c'est vrai que ça aurait pu être un peu plus rempli, parce en fait, je pense que le camera work, donc du coup les plans de caméra l'ont sauvé sur cette performance, parce que sinon ça aurait vraiment fait trop vide et l'effet, pour le coup, l'effet colorimétrie, je sais plus comment on dit, colorimétrie, je sais plus, attends, je vais chercher sur Google. Oui, colorimétrie, c'est ça, colorimétrie. Voilà, c'est ça. Par contre, pour le coup, l'effet de colorimétrie assez vintage, enfin pas vintage, mais assez genre apocalyptique, je trouve que ça rendait très bien pour cette chanson. Ça correspondait bien, surtout dans le thème du coup des paroles.
Et voilà quoi. Ils auraient pu faire mieux, mais c'est déjà pas trop mal, donc c'est bien. Le Kazakhstan, j'ai eu très peur au début quand j'ai vu les premières photos parce que j'ai trouvé ça vide. J'ai trouvé ça assez vide, à part le dauphin qu'ils avaient mis, qu'ils ont retiré après. Ça, je m'en remets toujours pas. Par contre, le pauvre dauphin qu'ils ont tué entre-temps, entre les répétitions et le show, ça, j'en pleure encore chaque nuit. Je voulais voir ce dauphin en direct, mais bon, c'est dommage. Mais voilà. Alors, Et par contre, effectivement, en fait, le Kazakhstan, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que toutes leurs performances, donc je les aime, j'aime toutes les prestations du Kazakhstan, mais en fait, il y a deux types de prestations du Kazakhstan. Soit en fait, ils ont pas grand-chose sur scène, mais ils ont un background incroyable, c'est-à-dire ils ont des images de fond qui sont époustouflantes, comme par exemple en 2018 pour Zignissen, les images qui sont couper le souffle quoi. Pour ceux qui connaissent pas, allez voir. Ouais. Et pour cette année aussi, je trouve que ça rentre dans cette catégorie. 2020 aussi un peu. Et sinon, il y a l'autre catégorie de performance, de prestations venant du Kazakhstan, c'est quand ils ont limite ils font une pièce de théâtre en direct sur scène. C'est-à-dire par exemple en 2019 avec Erjan Maxime, quand ils ont fait littéralement genre un ballet sur scène avec des rideaux qui s'ouvrent, je sais pas si vous vous souvenez. J'ai trouvé j'ai trouvé que ça rendait très bien à la caméra. Et pour le coup, ils avaient pas un espèce de grand, ils avaient pas un background incroyable. Ils avaient juste mis une espèce de fond spacieux, je sais pas trop quoi, et pour le coup, ça suffisait. Mais voilà, c'est une chose que j'ai remarqué. Et tout ça pour dire que j'ai beaucoup aimé le décor artistique, enfin sur les écrans quoi derrière de cette prestation. Voilà, j'ai beaucoup aimé, tout simplement. D'ailleurs, j'aimerais parler du camera work effectivement, parce que c'était peut-être un des défauts quand tu étais en fosse. C'était que en fait, quand tu étais devant la scène, t'avais un caméraman qui appelait les gens avec des drapeaux du pays qui allait concourir pour avoir des images de fans qui réagissent à la prestation. Et du coup, moi, par exemple, j'étais tout devant, donc vraiment sur les barrières, enfin devant les barrières et tout, devant la scène, au tout début. Et à la première performance, je me suis fait dégager justement par du coup la mère de Pauline, qui du coup était filmée parce que c'était la seule avec des drapeaux allemands. Et voilà, c'était peut-être un peu le petit défaut quand t'étais en fausse, c'est qu'à tout moment tu peux te faire dégager du devant parce que quelqu'un a été appelé pour un drapeau quelconque. Ah oui, en fait, ouais. c'est Jason du forum pour le drapeau grec. Hein. Ouais, mais oui, du coup, d'ailleurs il y avait un drapeau breton. Voilà, je casse ça là. Oui, je l'ai vu, il était sur la droite. Et puis petite news, on a vu que Vasile était à Paris et Oui. plus surprenant, Jonida Malici. Jodina Malici. Wow. Ah, je savais pas ça. Quoi? On l'a raté? On a raté quelqu'un comme elle? Ouais, mais Vagile, c'est pas grave, mais Jonida, quoi? Aucun membre de vous le croisait, mais par contre, le mec de Padovan, Vasile, il a croisé des membres de Michael du Forest. Hein. Oui. Ça, Mais tu sais, en fait, moi, c'est après quand on me l'a dit que je me suis dit, ah oui, mais c'est peut-être lui que j'ai vu. Parce que j'ai vu un mec, tu sais, qui lui ressemblait, quoi. Oui, d'ailleurs, on peut dire qu'on a rencontré Michael et il est très sympa en vrai. Voilà, Ouais, super cool. Oui. Donc, d'ailleurs, bienvenue à... interviewé à la télé kazakh. Hein. La Bulgarie, c'était incroyable aussi. C'était très très bien fait, malgré la chanson qui de base était un peu faiblarde. Mais sans ça, ils auraient peut-être fait encore bien pire. Donc kudos aussi pour avoir fait le même score que l'Espagne. C'est incroyable. Ouais. Même si c'est pas exactement dans le top 5, mais quand même. Et sinon, qu'est-ce qui manque C'était oui, en 6, c'était la Bulgarie. 7, c'était Russie. Irlande, j'ai déjà dit. L'Arménie,
La performance suffisait à elle-même. J'ai beaucoup aimé le rendu. Alors ça, pour le coup, on l'a pas vu dans la salle, ceux qui étaient dans le public, mais le rendu avec les étoiles, l'espace juste au-dessus de la scène, ça aussi c'était très bien. Le Kazakhstan, j'ai déjà dit, c'était très beau. Notamment, j'ai beaucoup aimé le début où il faisait un plan sur Beknour et ensuite il y avait Alinur qui arrivait en fond. Ensuite en 11 c'était l'Albanie aussi très très bien. J'ai beaucoup aimé le moment où les blocs tombaient. C'était assez symbolique et il y avait Oui, beaucoup d'énergie. oui, t'as raison. La prestation albanaise, on en a pas trop parlé, mais vraiment grandiose. Vraiment grandiose. Très. Ouais. Ils ont mis le budget. Et 12, donc Ukraine, j'ai déjà dit. 13, la France, pas besoin de faire de commentaires, c'était incroyable et on remercie Enzo pour ça. Il a été un roi, sans mauvais jeu de mots. L'Azerbaïdjan, c'était safe, on va dire. C'était pas trop. Enfin, c'était ok, ça qu'on est à la chanson, ça a suffi. Ça a fait 5e, c'est magnifique. Pays-Bas, malgré le résultat qu'on connaît évidemment, c'était très bien aussi, je trouve. J'ai beaucoup aimé le décor. Et l'inspiration japonaise de la chanson, je le répète, je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'était très bien pour un concours comme l'Eurovision, ça se voit pas souvent. L'Espagne, c'était aussi, comme je l'ai déjà dit, une très bonne scénographie, très colorée, et c'est dommage que ça finisse plus haut. La Serbie, c'était très bien aussi, j'ai beaucoup aimé. Avec ce qu'ils ont fait. En fait, d'ailleurs, la performance de la Serbie, du coup, qui littéralement est un plan séquence. Donc tout le long donc un plan séquence, c'est-à-dire tout le long de la performance, de la prestation, il n'y a qu'un seul plan de caméra qui se déplace. Oui, pour le coup, c'est une. Exactement comme la Pologne Ouais. l'an dernier, avec un RB standing. Pour le coup, c'est absolument remarquable. Hein, pour quand le tu coup, réussis à ouais. faire une prestation entière sans changement de caméra. C'est vraiment Oui. du beau travail. Pour le coup, oui, c'est Je une. trouve que ça rendait bien avec la chanson et l'idée du miroir aussi et les effets de caméra notamment quand ils filmaient je sais pas si certains ont pensé la même chose que moi, mais quand j'ai vu quand j'ai vu les images même dans le public et après à la télé de la caméra donc qui filmait d'abord Giovanna et ensuite Dunia de chaque côté, ça m'a fait extrêmement penser à la mise en scène du Danemark au concours adulte 2010. Oui. Je sais pas si certains se souviennent, mais ça m'a fait énormément penser à ça. Et pour le coup, effectivement, ça fait partie de ces prestations de cette catégorie de prestations qui sont mieux à regarder à la télé qu'en live. Et Oui, ça c'est sûr, mais bon, après le fait d'être là, c'était incroyable aussi en elle-même. Il y avait plein d'autres façons d'apprécier le show comme ça. J'ai beaucoup aimé sur ce point-là, et le décor était magnifique aussi. Pour ce qui est de la Macédoine du Nord, j'avais un peu peur pour l'harmonie de groupe du groupe justement. Ça a été, on va dire, c'était bien sur certaines parties, c'était moins bien sur certaines. La fin était très bien, mais voilà. d'ailleurs, c'est pas mal. on peut préciser que c'était le seul groupe d'ailleurs de tout le concours. Hein. C'est à préciser quand même. Oui. Aussi. Si. Et Portugal, c'était sublime aussi. Ça suffisait, ça se suffisait à lui-même. Donc voilà, donc c'était très bien. Il n'y a pas de performance que j'ai pas aimé. Juste un petit dernier mot pour conclure du coup ma partie. Alors, ça fait pas vraiment partie des prestations, mais je n'ai pas compris pourquoi. Notamment, donc, techniquement, c'est une prestation, mais la prestation de Barbara Pravi, donc après, de Voilà, je n'ai pas compris pourquoi ils n'ont pas arrêté de faire des plans sur elle avant de la présenter. Ça cassait un peu la surprise, justement, dont Carla parlait. C'était pas vraiment une surprise, on la voyait du coup. Donc voilà, on est au courant. Mais c'est ça que j'ai pas trop compris. Après, peut-être ça pouvait créer un peu de tension, chacun voit les choses comme il veut. Mais voilà, et sinon, il y avait plein d'autres moments aussi où il faisait un espèce de plan large sur la scène. Et pour le coup, c'était... Enfin, ça spoilait un peu, donc c'était un peu bizarre. C'est le plus gros point négatif, je dirais. Ouais, j'ai envie de te dire, les interviews, alors c'est pas très sympa pour les chanteurs, ce que je veux dire, mais les interviews, c'est fait un petit peu comme une entracte pour que les gens, comment dire,
euh, laissent tomber leurs yeux sur leur téléphone pour aller voir sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Et, Non, mais c'est toujours comme ça, hein, oui. et je pense que Enfin, les gens interviews regardent. pour les candidats, c'est toujours pour. Bah oui, les gens regardent pas trop la télé à ce moment-là et je pense que bon, ça va pas trop Voilà. spoiler. Quand tu regardes bien, les interviews, c'est toujours pour faire enfin, pour mettre en place un staging, Oui. enfin une mise en scène assez complexe. Oui, L'Albanie, par exemple, qui l'Albanie. passait juste après la pause entre le Kazakhstan, après le Kazakhstan. Oui, d'ailleurs, j'ai eu extrêmement ceux qui étaient dans peur. le Ouais. public ont bien vu la mise en scène. J'ai eu extrêmement peur que les gens, que les techniciens n'arrivent pas à remballer assez vite pour la performance suivante. Mais ils ont Non, réussi. mais c'est leur job quand même. Ouais. On Voilà. sait jamais, tu sais, à Rotterdam, cette année, il y a eu pas mal de moments où ils se sont dit ah, on doit attendre un petit peu parce que on n'a pas le temps de mettre en place ça. Oui, Donc, l'Irlande notamment, en fait c'est un peu... Bon, l'Irlande c'est différent, c'est juste il y a une caméra qui a sauté juste avant la performance, ça c'est ballot. Mm. Mais bon. Enfin voilà, donc du coup je suis assez content dans l'ensemble. On va parler de l'organisation par France Télévisions, qui est, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'elle a été de bonne augure. Ouais. Adil, qu'en as-tu pensé? Bah justement, j'ai un peu fait un petit débrief et j'ai un peu détaillé. L'un des défis de France 2 pour cette organisation furent de trouver quel animateur sait maîtriser l'anglais et l'accent qui va avec. Pour ce faire, Alexandre et Damiel, rappelons que langue officielle, que les bios sont l'anglais et le français, décida de faire 50% de ces deux langues. Au cours d'une conférence de presse qui s'est passée en novembre, les trois élus furent Olivier Mine pour l'anglais, Elodie Gosselin pour le français et Carla Lazari qui jongle entre les deux. Bon, après, on va penser que c'était un peu plus anglais et français, mais c'est bien débrouillé, la petite. Le choix fut bon, puisque les trois ont fait leur boulot, et espérons qu'on verra plus l'animateur de Fort Boyard dans les dispositifs mis en place lorsqu'on parle de l'Eurovision, afin d'aérer la programmation des invités qui, entre nous, est assez limitée. Mais c'est pas le sujet. Alors, la mise en scène de ce show. L'émission commence avec Valentina chevauchant une comète traversant un hexagone pour nous mettre dans l'ambiance de Noël, avec la parade des drapeaux, avec une bande son complète comprenant quelques références au patrimoine de la chanson française, comme Edith Piaf, remixée par le duo Offenbach. Et on peut dire que l'ambiance lui a son paroxysme. Et même la Common Song qui a foutu plus le bordel que le Cher de Joy en 2019 qui était fait par Gromis, si j'ai bonne mémoire. Hein. Et les cartes postales sont vraiment cool. Hein. Bon, après, j'aurais aimé un peu plus d'interaction avec les candidats qui ont été la bienvenue, mais bon, le Covid est passé par et effectivement. Hein. Alors, le bilan, c'est un très bon travail, la part du service public qui, j'ose espérer, fera taire ses détracteurs en disant qu'on fait exprès de perdre parce que ça coûte trop cher. Les bio et l'État français et France Télé de toute manière. Donc, voilà, c'est tout. Corentin, qu'as-tu pensé de l'organisation? Le rendu télé était exceptionnel. J'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il était magnifique sur énormément d'aspects. Que ce soit la vidéo d'introduction, que ce soit les cartes postales, que ce soit le travail de caméra pendant les performances. Enfin, c'était clairement du travail de caméra du niveau de l'Eurovision. On n'a pas à rougir. Franchement, je suis extrêmement fier. Je suis extrêmement fier que le premier événement Eurovision organisé par France Télé, il faut rappeler qu'à l'époque des années 70, c'était pas du tout France Télé qui organisait l'Eurovision. C'est encore TF1, ouais. D'un point de vue rendu télé, et je l'ai trouvé incroyable. Je suis extrêmement fier. Je suis ravi qu'ils aient fait un effort sur l'anglais. On sent que tous ne sont pas à l'aise sur l'anglais. Que ce soit Alexandra, que ce soit Stéphane, ils galèrent. Et ils auraient pu choisir la solution de facilité en disant le français est langue officielle de l'Eurovision. On le fait en français. Ils l'ont pas fait. Alexandra a fait un effort toute la semaine pour parler anglais à tout le monde. Et je pense qu'on peut on ne peut que lui rendre hommage. Je suis très fier de cet effort qui a été fait. Et il n'a pas à rougir de son anglais, il était excellent. Franchement, je me demandais, mais qui à France Télé va pouvoir présenter l'Eurovision en anglais? Olivier Mine était un excellent choix, je trouve. Je pense que Adil et Corentin ont très bien résumé le show en lui-même. Ça a été un très très bon show, très bien organisé de la part de France Télévisions. Que ce soit par les présentateurs, Olivier Mine a été vraiment très très bon avec son anglais. Elodie Gosselin, je trouve qu'elle a apporté une petite touche de fraîcheur avec sa partie en français, j'ai trouvé ça super. Carla, pour la partie Green Room, je trouve que c'était une très très bonne idée d'aller interviewer les candidats, surtout qu'elle a été elle-même à leur place.
Donc pour moi, ça a été une très très bonne idée aussi. Après, j'ai trouvé que vraiment les intervalles... moi, ce qui m'a gêné, c'est peut-être Offenbach. Oui. Offenbach, je trouve que le rendu donne mieux à la télé que à la salle. À la salle, ça se montre un peu bizarrement, mais à la télé, ça se voyait mieux. Et sur place, il passait limite inaperçu. En Oui, fait. ils sont passés inaperçus. C'est ça qui m'a gêné, en fait. Parce D'ailleurs, qu'à la télé, ça se voit beaucoup plus mieux. d'ailleurs, c'était un. Je les ai regardés quand même. J'ai pris le temps de regarder Offenbach sur le côté, donc sur les sortes de ponts Alexandre là. Ils étaient en train de mimer des mouvements au public, mais personne suivait. Du coup, c'était un moment de solitude quand même assez palpable. Après, je trouvais que les green rooms, c'était bien. Moi, ce qui m'a gêné, c'était peut-être le tableau des résultats. On ne voyait pas qui avait qui comme point, c'était un peu dommage. Oui. Mais après, j'ai relativisé parce que je me suis dit qu'à Lisbonne, c'était pire que ça. Donc, Ah ouais? je me suis dit encore... Ah non, On Lisbonne, voyait ça a rien été du une tout. cata. Ah non, mais à Lisbonne, c'était une cata. Vraiment une cata de chez cata. Franchement. Ah mince, Il y avait pas de- il y avait en fait, même à pas Lisbonne, d'écran il y pour avait- le public. Non, c'est ça, il n'y avait pas d'écran derrière et en fait, t'avais que les côtés. Et moi, j'avais un projet dans la gueule, donc je peux dire que c'était vraiment horrible pour nous de voir les Ah résultats. merde. Ah oui. Ah oui, il n'y avait pas d'écran LED, c'était pas cette année-là. Oui, Ah, ouais, ouais. c'est un peu le désavantage quoi. J'avais pas Et puis, pensé à ça. je suis sûr qu'à Oslo en 2010, il y avait peut-être la même galère. Et oui, c'est peut-être parce que moi j'aime bien quand il n'y a pas d'écran LED derrière, mais du coup pour le public sur place, ça doit être un peu contraignant. Ouais, Quoi. c'est pas extra, quoi. Heureusement que les places étaient moins chères à Lisbonne quoi. Ouais, ça limite, c'est clair. Après, bon, je pense que ça a été résumé par Corentin a dit, j'en rajouterai pas plus. Donc moi, je pense que France Télévisions fait du très bon travail et je pense que pour le senior, on peut être prêt à faire un show au moment aux petits oignons, tranquille, voilà. Fred, J'ai fait à peu près la même chose qu'a dit Corentin. Et d'accord sur quasiment tout. L'anglais d'Olivier Mine, absolument remarquable. Je vais peut-être m'attarder sur le début. En fait, j'étais vraiment extrêmement ému au début. J'avais l'âme aux yeux vraiment de voir l'ouverture et de voir la vidéo d'ouverture qui m'a vraiment marqué parce que j'ai vraiment adoré le fait qu'ils soient pas restés centrés sur Paris et que du coup ils fassent comme ça un petit tour de France avec la forme du cœur où ils te montrent différentes photos de différentes régions et je me suis senti extrêmement fier finalement à l'idée de savoir que toute l'Europe et même au-delà voyait cette vidéo-là de la France qui organise l'Eurovision mais dans un ensemble en fait. je pense Pays que entier était là pour recevoir toutes les délégations du junior. Du coup, je pense qu'effectivement ça devait être vraiment, c'était un concentré d'émotions extraordinaires. ça devait être un peu le minimum quand même quand tu vois que toutes les cartes postales étaient centrées sur Paris. Je pense que c'était un minimum quand même de monter un peu la province. J'avoue, mais entre ça et les cartes postales, franchement, c'était extrêmement beau. Et j'allais dire aussi que c'était le premier Eurovision Junior qu'on a eu aussi proche de Noël. Et je me dis que les suivants, limite, ils devraient continuer à les faire en décembre proche de Noël parce que ça rajoute encore plus de magie finalement dans l'attrait et dans l'attrait du concours et dans le fait que du coup c'est vraiment un truc pour les enfants et enfin moi quand je disais à ma famille c'est même pas l'impression d'être monté pour voir l'Eurovision Junior, j'ai l'impression de monter à Disney quoi, c'était vraiment il y avait quelque chose de vraiment magique là-dedans. Et, Corentin dit qu'ils ont caillé dehors quand même en tant que bénévole. Ah ouais, non, plus jamais en décembre, hein, plus jamais, non, il fait trop froid. Il y aurait eu des doudounes, tu me diras, comme on dit, il y aurait eu des hoodies, Et encore, des doudounes. Et encore, c'était en France. Hein. Si c'était l'année prochaine, si c'est en Arménie, ce sera pire, hein, je pense. Ouais, non, mais laisse tomber. L'organisation, j'ai trouvé ça, franchement, pour un début de France 2, pour un concours type Eurovision, c'est pas le Seigneur encore, on y vient, on espère, on attend toujours, mais on a confiance en France 2 maintenant, parce qu'on l'a vu, leurs possibilités sont grandes. Ils l'ont prouvé avec ce junior, c'était fantastique. Sur beaucoup de points. Sur la direction, je dirais, artistique de l'événement, dans la thématique de Noël, qui était franchement une très bonne idée. C'était très risqué d'ailleurs, parce que
on savait pas comment la situation allait évoluer et c'est un peu chaud actuellement. C'est plutôt instable, vous le savez. Mais malgré tout, ça a payé et ça a donné quelque chose d'absolument magique et magnifique. Donc franchement, c'est un rêve devenu réalité et franchement c'est super. Concernant les présentateurs, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Olivier Mine a été très très bon. Elodie également avec ses parties en français, même si je suis pas, même si de base j'étais pas forcément pour les parties en français, je trouve que ça ajoute quelque chose qu'il n'y a pas d'habitude à la présentation de l'Eurovision, donc c'est bien. Et pour Carla, même si je trouve que ses interventions étaient, par exemple, à un moment donné, quand elle interviewait, je sais plus quel candidat, quel enfant, j'aimais pas trop quand elle lui posait les questions, qui répondait et qu'elle était en genre en mode oh it's incredible et qu'elle passe mais d'une manière un peu monotone et qu'elle passait direct à la question d'après. Après, on peut mettre ça sur le compte de son anglais qui est bon, on va dire médium au niveau Encore il y a un prompteur. niveau. Mais sinon très très gentil Carla, très cool et voilà. Donc sur ce côté-là, il y a aucun souci. Pour être honnête, je suis même pas sûr qu'elle-même elle savait. Désolé, je te coupe. Non, t'inquiète. Pour être honnête, l'anglais de Carla, je suis même pas certain qu'elle savait vraiment la signification de 100% de ce qu'elle disait. Parce que c'était littéralement que de la lecture de prompteur en vrai, hein, l'anglais de Carla. C'est ça qui m'a marqué parce que personne mais interpellé que même pendant la séquence qui est pour un truc très simple, une liste de pays, tu les appelles les uns après les autres, même pour ça ils avaient au mot près tout marqué sur le prompteur et tu vois quand même que c'est que quand tu vois le live et forcément beaucoup plus expérimenté, tu te doutes pas une seconde qui vraiment quelque chose, tu vois, c'est en ça aussi que finalement un bon trio quoi. Oui, mais j'ai jeté à froid. heureusement que le prompteur se voyait pas, mais puis c'est vrai que de base je suis pas forcément pour je suis même plutôt contre en vrai l'idée de faire présenter des enfants, de donner le rôle de présentateur à des enfants. Même si c'est pour le junior, je trouve que ça fait un petit peu bizarre. Enfin, ça fait un peu de travail de mineur justement, et j'aime pas trop ça. Après, on va me dire que je suis tatillon et tout ça, mais voilà quoi. C'est surtout qu'en plus la fille, elle a quel âge, Carla? Elle a 15-16 ans. Elle n'a pas d'expérience de de présentatrice, et je trouve que c'est pas forcément une bonne chose, quoi. Mais bon, il y a pas mort d'homme non plus. Et comme je l'ai dit, pour revenir sur les bons points, franchement, à part quelques de petites trois coquilles par-ci par-là, niveau caméra, il y avait rien à dire sur l'organisation. C'était carré, et c'était du niveau habituel, et franchement, ça donne ça donne beaucoup d'espoir pour le suite. Vu que vous avez un peu tout dit sur l'organisation, je vais poser une question à Corentin que j'avais oublié de poser. Donc toi je crois que Corentin, si j'ai bien souvenir, toi t'es pas trop Eurovision Junior, mais est-ce que ça t'a permis de du coup t'intéresser au concours, cette expérience dans le bénévolat? Ouais, je sais pas si ça va m'intéresser pour le coup pour les années à venir, mais effectivement j'étais beaucoup plus investi dans celle-ci parce qu'en fait j'étais un peu plus investi dans les gamins. On est tout le temps avec eux, tu vas tout le temps courir autour de l'hôtel, de la delegation bubble, et puis le tien quoi, le tien. Enfin, t'as juste envie de le soutenir, t'as envie qu'il se débrouille bien, t'as envie qu'il ait un bon résultat, et du coup tu suis le show avec assiduité parce que t'as envie de voir comment eux ils se débrouillent sur scène, est-ce qu'ils réussissent, est-ce qu'ils tiennent la note, est-ce qu'ils font les bons pas de danse, et ouais, en fait, que tu le veuilles ou non, même si moi de base l'Eurovision Junior m'intéressait pas du tout, et j'ai pas écouté les chansons en fait, à part certaines
dans le milieu de la semaine. Enfin, même avant le début, je n'avais pas écouté. Au final, ouais, je me suis vachement intéressé, je me suis vachement impliqué, j'ai beaucoup apprécié le show. Pour terminer du coup cet épisode, on va passer on va commenter les résultats. Voilà les résultats, vous savez ce que c'est, hein, pas besoin de vous expliquer. Adil, qu'as-tu pensé des résultats? Alors, comme tout le monde l'a dit, l'Arménie gagne le concours devant la Pologne et le pays hôte qui était nous. Si l'on se penche vers les détails qui sont à 50-50 jury et vote en ligne, on peut voter pour son propre pays. On remarque que c'est ce dernier qui pose problème en raison de méthodes stratégiques, comme on a vu avec la maman de Malena qui dit « Votez pour l'Arménie, pas pour les pays favoris, faut qu'on gagne !» Ça, c'est un peu irrespectueux, mais il fallait un peu respecter les autres. Hein. Donc on peut voter pour des pays qui n'ont aucune chance. Après, je vous renvoie déjà à la vidéo que j'ai déjà postée sur le chat pour plus de détails. C'est la vidéo du Africain. Les grosses surprises pour moi, l'Azerbaïdjan qui fait top 5, alors que je la voyais pas du tout faire top 10 jury, Irlande, les Pays-Bas qui font bottom 2, et au grand déni des orphanos espagnols qu'on a vu, Raer qui fait 15e, ce qui est leur pire résultat historique, qui mérite mieux effectivement. Ajoutons le Portugal qui fait 11e grâce au vote en ligne, qui a fait 3e, alors que je pensais que c'était typiquement ce que le jury qui allait sauver au Rapaz, car je rappelle, c'était sur le radar de tout le monde. Moi j'avais 10e, je voyais tout le temps dans le bottom 3, c'est un peu con, hein. D'ailleurs c'est marrant, c'est l'écart entre le top 3 et le 4e, nous on était 4e, qui était une trentaine de points, avec le Portugal, alors que le reste, c'était très serré, ce qui donne l'impression que tout le monde a récolté des miettes un peu partout. Quant à Enzo, qui fut mon favori de ce cru parisien, il finit 3e avec une première place jury, mais un affaiblissement au vote qui était un peu la touche froide, on va pas se mentir, hein, avec la soixantaine de points. Chine a des soufflements de style pour les années à venir, ou changement de format musical à la France 2? Réponse l'année prochaine. Mais bon, en vrai, la petite solution, c'est qu'ils avaient fait la promo beaucoup moins que l'année dernière. Hein. Genre, j'avais eu Komodo Joe, Bilal et Amir, et c'était très faible par rapport aux Espagnols. Hein. Mais bon, on voit vraiment que ça veut tout rien dire, donc j'espère vraiment une modification du système de vote qui sera jury télévoting, mais gratuit. Et mention spéciale à la winning reprise où c'était trop mignon de voir Malena qui pleure, et quand on a envie de lui faire de gros câlins. Preuve que l'Eurovision n'est pas qu'un simple concours de chansons, c'est une fête entre les personnes. Et cette édition nous donne la preuve. Oui, justement, je voulais parler du fait que le Portugal, comme l'a dit Adil, on attendait qu'il fasse un gros score au jury et un faible score au public. Ça a été totalement l'inverse, ce qui prouve encore une fois que le jury du junior, c'est pas du tout le même que le jury de l'Eurovision normale. Et d'ailleurs, alors, j'ai voté moi-même pour le Portugal. J'adore sa chanson et tout, je m'en démords pas. Mais le fait qu'il fasse 95 points, je ne doute pas du talent de Simao. Mais est-ce que du coup, ce serait pas, il a pas récolté des points justement sur les votes stratégiques de certains? C'est la question que je me pose. C'est ce que je me dis aussi, mais ça ferait vraiment beaucoup de votes stratégiques. Ce serait surprenant qu'il y en ait eu autant. Bah après, faut pas oublier que quand même tous les pays ont eu en dessous de 10% des votes des télévotes. C'est-à-dire que par exemple Malena a eu 9% et quelques de votes du public. Donc ça fait pas tant que ça finalement. Ouais. Donc je sais pas, c'est à voir. J'aimerais que ce soit faux, j'aimerais que tout le monde ait aimé. Mais je sais malheureusement que c'est pas le cas. Donc mais tant pis, de toute façon c'est une chanson qu'il mérite, donc je suis content. Après c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont réduit le nombre de pays. En fait j'ai l'impression que c'est peut-être pour ça qu'ils ont réduit le nombre de 5 à 3 pour le nombre de pays pour lequel on peut voter. Mais en fait j'ai l'impression que ça a donné un peu l'effet inverse de ce qu'ils voulaient. Parce que du coup, mettons, je sais pas, moi, tu veux voter pour l'Arménie, par exemple. Donc, tu vas prendre plutôt ce pays-là. Et si tu veux vraiment que l'Arménie gagne, tu vas prendre forcément deux autres qui vont stratégiquement avoir moins de chances de réussir. Sauf que du coup, il y a plus de chances que les gens prennent le même
Alors que avant, avec 5 pays, bah, c'était un peu plus éparpillé. Donc j'ai peur que c'est ça qui se soit passé. Après aussi, pour revenir Mais sur ce que dans dit... tous les cas, on est d'accord, ça n'enlève pas le talent de Simon. Et d'ailleurs, pour revenir sur ce que dit Adil, à propos de Simon qui était un peu... En fait, si je dois faire une comparaison, c'est un peu Salvatore Sobral, bon, son un peu plus jazzy, c'est que la plupart des enfants français de EFR.net, ils n'aimaient pas du tout. Après, il dit, ouais, c'est bon d'argent, mais c'est pas notre truc. Et en fait, dès qu'il y avait la hype de Conchita et Alexandre Rybak, on savait que quelque chose allait se produire. Et moi y compris, hein. Après, pour revenir aussi sur ce qu'Adil a dit, je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire que ce qu'a fait la mère de Malena, c'est-à-dire de faire une story Instagram en disant qu'il fallait voter pour l'Arménie et voter pour des pays qui n'avaient pas de chance en donnant des exemples, ça se fait pas du tout et c'est assez révoltant quand on voit ça. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça. Corentin, qu'as-tu pensé des résultats? Pardon. Je vais faire court. En fait, inévitablement, j'ai été déçu pour tout le monde, mais moi, si tu m'écoutes, je voudrais qu'ils soient tous premiers et qu'il n'y ait pas de gagnant et que, que tout le monde reparte à la maison avec le même nombre de points, mais ça marche pas comme ça. C'est un concours. Non, je suis assez déçu pour certains, ravi pour d'autres. Je suis ravi de la place d'Anjo, je suis ravi de la place d'Olena, je suis ravi de. Je suis ravi de ça, je suis très déçu par exemple pour l'Espagne et l'Italie, je pensais je l'aurais vu plus haut, j'aurais aimé que ce soit plus haut, mais bon c'est ce que c'est et on peut rien y faire. Je suis juste dégoûté, un point sur lequel je suis assez malheureux, c'est le fait que l'UR a mentionné cette espèce de formule d'harmonisation des résultats là qu'ils ont appliqué par-dessus les résultats du vote en ligne. Ils l'ont mentionné assez discrètement, on n'a pas trop entendu parler, mais en gros visiblement les points du vote du public qui ont été attribués n'ont pas été attribués d'une manière purement proportionnelle, mais il y a une formule qui en théorie en fait totalement opaque, on ne sait pas ce que c'est cette formule, mais qui a permis de répartir les points d'une certaine manière qui est potentiellement un peu différente, et ça m'ennuie un peu, parce que d'un côté effectivement c'est un peu idiot, tout le monde a eu entre 6 et 9%, donc tout le monde aurait eu les mêmes points, ok, 3 et mais le fait 9%. qu'on ait encore une formule de vote opaque qui s'ajoute à la formule du calcul de télévote de Samarin, il s'ajoute à la formule de calcul du télévote des pays qui ne sont pas capables de fournir un résultat de télévote correct. Ça me gêne énormément. Je suis d'accord, oui, du coup, je suis d'accord avec ça parce que c'est un petit peu. En fait, depuis que Martine Stoda est là, j'ai l'impression, il y a une sorte c'est un peu défaitiste, quoi, les règles qu'il met en place. Je pense notamment à la fin des backing vocals en live à l'Eurovision, où du coup, ce système de vote où il dit très clairement que oui, il est équitable sans donner de raison derrière. Ça... Mais ça, c'est parce qu'il a clairement été briefé là-dessus. Oui, voilà. Mais du coup, ça met une ambiance un peu anxiogène, quoi, au sein de l'UR, je trouve. Et c'est un peu décevant, quoi. Déjà, j'ai l'impression qu'ils essayent de... J'ai l'impression qu'en étant Union Européenne de Radiodiffusion, j'ai l'impression qu'ils essayent de faire avec le concours ce que l'Union Européenne essaie de faire politiquement avec l'Europe. C'est-à-dire que pour essayer de gommer ou de corriger des disparités qui sont très importantes, ils essayent de mettre en place des règles qui vont entre guillemets lisser l'aspect compétitif du concours, mais qui du coup doivent se construire sur des bases, comme dit Corentin, qui sont assez opaques et sur lesquelles on craint de n'avoir jamais de clarté un jour en fait. Et quelque part, on comprend qu'ils veulent lisser l'ensemble, qu'ils veulent que tout le monde ait un télévote, que les votes soient représentatifs, qu'ils mettent en place du vote en ligne pour que les gens puissent voter, parce qu'on sait très bien que le télévote aux juniors ça a perdu, c'est mort depuis un moment, mais du coup disons que dans l'exécution des méthodes et des idées avec lesquelles ils viennent, il y a quelque chose de très frustrant finalement, et on a toujours envie de se poser la question, est-ce qu'on peut pas faire mieux, est-ce qu'on peut pas faire plus clair, est-ce que ça peut pas être moins opaque que ça l'est, quoi. Alexandre, peut-être une réaction par rapport à ces résultats?
Déjà, je vais commencer par dire Kazakhstan 8e, je suis extrêmement content. Même si c'est techniquement leur moins bon résultat, ça reste quand même bien meilleur que les attentes des gens qui pensaient qu'ils seraient pas top 5. Au final, pas du tout. J'en suis très ravi parce que les garçons ne méritent pas ça. Ne méritent pas... n'auraient pas mérité ça, donc je suis très content. Et sinon, pour ce qui est du reste des résultats, dans l'ensemble, ça va. Je trouve, j'ai peu de points. Il y a assez peu de points sur lesquels je suis mécontent quant à ces résultats. Je suis content de la place de Enzo. Parce que même si on aurait tous rêvé de faire un doublé, en même temps j'aurais été un peu gêné parce que, comme certains le savent ici, je n'aime pas quand un même pays gagne 2 fois d'affilée un concours, comme ça a été le cas en 2019 avec le junior, et même comme ça a été le cas il y a très longtemps avec l'Irlande à une certaine époque, et c'est pareil avec mon propre pays en fait. Donc sur le coup j'aurais été très content, mais en vrai ça m'aurait aussi un peu gêné, je pense. Donc voilà, encore une fois, sans porter atteinte à Enzo bien sûr. Mais voilà. Sinon, pour les points entre guillemets négatifs, je sais pas si on peut pas parler de ça parce que ce sont juste c'est juste de la chance et énormément de facteurs qui font les résultats. Mais bref, l'Azerbaïdjan déjà 5e. Personnellement, je m'y attendais. Personnellement, j'avais déjà l'image en fait de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie tout en haut, donc respectivement première et deuxième place. Je le voyais déjà, et cette image existe du coup. À un moment donné, on peut les voir eux deux donc se partager la première et deuxième place. Donc cette image existe, sachez-le. Donc déjà bonne prédiction de ma part. Et sinon voilà. Autre chose aussi, je suis désolé pour tous ceux qui aiment la Pologne ici, mais qu'est-ce que c'était surcoté. Peut-être que c'était la meilleure, peut-être qu'ils ont mieux réussi le calibrage chanson, production et esthétique, donc ça peut expliquer ça, mais je suis désolé, la chanson reste basique et se serait échoué complètement au concours adulte, quoi. Enfin, je pense. Donc, c'est incroyable. Et voilà. Mais bon, c'est comme ça, et les gens l'ont aimé, donc pourquoi pas. Et sinon, je suis désolé aussi, mais les Pays-Bas, dernière place, c'est absolument pas mérité non plus. En vrai, aucun pays, au fond, aucun pays ne mérite la dernière place. Oui, voilà. Très clair. En fait, ce qui m'aurait rendu un peu plus heureux, on va dire, enfin un peu moins triste, c'est que l'Irlande et les Pays-Bas se partagent la dernière place. Comme ça, au moins, ils ne seraient pas tout seuls. Vous voyez ce que je veux dire ? Je trouve que c'est un peu moins triste. Mais bref, c'est comme ça. Et de toute manière, l'idéal, c'est que personne ne finisse dernier. Mais bon, c'est une compétition, il faut bien qu'il y en ait un. Et puis, que dire d'autre ? Oui, l'Espagne, évidemment. L'Espagne, déjà mentionné par notamment Asile et voilà. C'est très inattendu. Alors je me doute, je savais que la chanson n'avait pas la même spark, même étincelle que leur précédente contribution. Mais quand même, je trouve que 15e, alors surtout que la scénographie était pour le coup vraiment soignée. Donc ça m'a vraiment mis hors de moi, ça. Et je ne saurais l'expliquer. Surtout que ce genre de chanson est plutôt jury friendly en général. Mais ça n'a pas été le cas. Donc dommage. Et puis sinon, effectivement, ce qui a été dit à propos du système de vote légèrement qui manque un peu de transparence, je suis d'accord que tout ça est un peu bizarre, mais en même temps, si on peut avoir une leurre de positivité, au fond, le résultat est relativement fidèle à ce que les classements donc pré-show disaient. Donc l'Arménie a bel et bien gagné, la Pologne est toujours dans le classement, la France très appréciée aussi, et en vrai les favoris, tous les favoris sont dans le top 10. Le Portugal, grosse surprise quand même.
Par contre, effectivement, le Portugal, grosse surprise. Mais je suis d'accord que, à mon avis, les votes tactiques ont dû aider. Mais je pense il y avait effectivement beaucoup de vrais votes là-dedans. Notamment, il y en a ici. Je crois que Gwen, t'as dit tout à l'heure que tu avais voté pour le Portugal, il me semble. Ou alors c'était Non, Arthur, je ouais, sais. c'est moi. C'est moi qui vais être pour le Portugal. C'était Arthur, pardon. Donc preuve est là. Et en vrai, j'ai rien d'autre à ajouter. Si, un petit peu triste que l'Ukraine n'ait pas fait un peu mieux, mais 6ème place, c'est déjà pas mal. Et voilà. Donc j'aurais rien d'autre à ajouter, je pense. En fait, ce que je voulais démarrer juste avant de parler des résultats, c'est que je voulais juste dire une petite anecdote. En fait, comme par hasard, je cherchais le scrutateur tout le long de la story et je me suis aperçu en fait qu'il était juste en dessous de moi. Mais il était en dessous, mais vraiment de pas beaucoup, de 2-3 rangs à peine. Et juste avant les résultats qui commencent, en fait, je crois que je me suis spoilé les résultats comme un gros con. C'est-à-dire qu'en fait, juste à côté de ces écrans, il y avait justement le top 3 qui apparaissait et c'était Arménie, Pologne et France. J'avais pas compris merde. au début. Oh non. J'avais pas compris au début, mais c'est après le show que j'ai compris. J'ai dit, mais en fait, je suis con. En fait, c'était les résultats complets. Oh je pensais non. que c'était soit le vote du jury ou le vote du internet ou un truc comme ça, quoi. Oh non, c'est merde. horrible. Ah Tu sais- merde, c'est vraiment ballot ça. Mais tu sais Je que me suis posé la question. je me suis dit pareil. Excuse-moi Alex. Et vas-y. Je me suis posé la question, est-ce que les gens qui sont autour de Martin voient l'écran avec tous les résultats avant que Non, le c'était public pas ait les tous les résultats? résultats, mais c'était que le top 3. T'avais juste un écran où c'était affiché Arménie, Pologne et France. Bon, je voyais le drapeau, D'accord. je voyais même la couleur des drapeaux. J'ai dit, mais au début, je me suis dit, Ok. mais c'est le vote internet, c'est le vote du jury, c'est le vote général. Et c'était juste après le show, quand on est sorti, j'ai dit, mais en fait, c'est que je me suis spoilé les résultats, c'était le résultat final, en fait. Sinon, horrible. si on en vient aux résultats généraux, incompréhension de la 3ème place du Portugal au vote internet et de la Serbie 6ème aussi. Ensuite, pareil pour l'Espagne, mais après quand j'ai revu le show de l'Espagne, c'est vrai que ça m'avait un petit peu déçu, donc je ne suis peut-être pas étonné de sa 15ème place. Malgré le fait que j'aurais pensé quand même que les europhones espagnols auraient voté en masse pour lui, ce qui est un petit peu étonnant. Je suis un peu déçu de l'Albanie, j'ai beaucoup aimé son live, bon même si vocalement c'était pas terrible, mais je pense qu'elle aurait mérité mieux qu'une 14ème place. Après mes teams maltais que j'aimais bien beaucoup, je pense qu'ils s'en sont pas mal sortis vers la 12ème place. Après bon, je sais que vous râlez un peu des Pays-Bas, mais personnellement c'était pas ma chanson favorite, donc même si elle a bien chanté, Moi non plus. Hein. même si elle a bien chanté, bon à la limite peut-être que j'aurais inversé avec l'Irlande, mais bon voilà. Et il faut pas sans oublier plus. que les Pays-Bas, même si on dit qu'elles méritent pas, et c'est ce qui se passe, quoi, elles méritent pas d'être dernières, c'était quand même notre 17ème place quand même dans notre top global. Donc c'est pas notre favorite, mais on souhaite pas non plus Moi, ça. c'est pas ma tasse de thé. Enfin, comme je le disais, des Pays-Bas, c'est pas ce type de chanson que les Pays-Bas doivent envoyer aux juniors. Je sais qu'ils ont déjà envoyé des balades dans le passé, mais les balades, ça ne leur a jamais réussi. Ils ont toujours fini au fin fond du classement avec ce type de chanson. Ce qu'il leur faut, c'est plutôt des chansons un peu up-tempo, dans ces eaux-là, un peu comme Teenager de Rachel ou par exemple Mathéo qui était présent cette année sur scène en donnant les points. Ou Be Alright qui était dans leur sélection, dont je comprends toujours pas pourquoi elle a terminé dernière de la sélection néerlandaise. Moi, c'était pas celle-là, c'était celle qui avait gagné le télévote que j'aimais peut-être le plus. Et c'est dommage que les jurys l'aient un petit peu plombé. Personnellement, je parlais du coup du fait que j'avais prédit l'Italie gagnante. Si vous voulez faire des paris, un de ces quatre, ne m'appelez pas du tout. Parce que du coup, 10ème place, c'est très loin de première place. Non, mais t'es pas le seul, les paris européens, j'ai même pas réussi non plus, donc... Non, c'est- Pareil, hein, l'Azerbaïdjan et l'Espagne m'ont coûté la peau des fesses au jeu des pronos sur le forum. Ouais, non, c'était. Non, j'ai J'ai fait, vraiment très j'ai loin. fait 11ème sur 15, pas terrible. J'aimerais juste aussi commenter sur du coup Gwen, je crois c'est toi du coup je crois qui t'ai spoilé les résultats. Effectivement pendant le show moi aussi j'étais pour le coup j'étais deux rangées, j'étais juste derrière Martine pour le coup, genre littéralement derrière lui. Alors deux rangées plus loin, mais j'étais derrière lui. Je m'en suis rendu compte au moment où il a pris la parole avant le vote. Donc et je me suis dit mais attends faut pas que je regarde les écrans parce que sinon je me spoil potentiellement. Donc
précaution, je ne les ai pas regardés, je me suis concentré sur, pour le coup, donc j'ai filmé avec mon téléphone l'entièreté du vote. Et du coup, je me suis pas concentré plus que ça. Mais effectivement, j'ai eu peur de me dire, est-ce que je jette un coup d'œil aux écrans ou pas? Mais je me suis dit, dans le doute, je vais pas le faire. Et ben, j'ai bien fait, du coup. Donc, mais voilà, mais je me suis dit, mais non, c'est pas possible quand même, on peut pas, ça va pas, il y a pas des gens qui vont se faire spoil en regardant les écrans, bah si. Il faut mettre plus de précautions. Je suis désolé, Gwen. Bon, au moins tu t'es pas fait spoil tous les résultats, au moins c'est ça. Non, mais en fait, je t'explique pourquoi j'ai regardé les écrans, parce que en fait, on voyait aussi la version télé. Et c'est là que même j'avais mon ami à côté et je lui disais, mais en fait, on voit la version télé et c'est vrai que c'est ça qui donnait l'envie un peu de regarder un petit peu en bas, quoi. Oui, d'ailleurs, c'est très intéressant. J'ai plusieurs screens dans mon portable où on voit Alex et Gwen du public avec les coupures caméra, donc Oui. c'est génial. Moi, par contre, on me voit jamais, je suis vraiment dégoûté. Par contre, il y a plusieurs plans où on me voit tapoter sur mon téléphone. Ça, c'est un peu gênant, mais il y a aussi des plans où on me voit applaudir quand même. J'avais quelqu'un qui était juste devant moi dans la fosse, donc vraiment devant la scène, et qui était sur Instagram pendant les chansons qui l'intéressaient pas en fait. Donc, t'as un niveau d'irrespect quand même, c'est incroyable. À ta place, Gwen, je me serais peut-être fait spoiler un peu aussi parce que en fait, j'aurais eu la curiosité de savoir comment, d'un point de vue de la régie, en fait, ils opèrent un scoreboard en live, en fait. Quelles sont les techniques, en fait, qui sont utilisées pour qu'on voit ce qu'on voit à l'écran. Et du coup, j'imagine que c'est ça qui attire l'œil et en fait quand tu te rends compte qu'ils ont juste le top 3 final. En fait, il y a eu aussi le fait que je me suis posé la question où était comment il s'appelle déjà Osterdal là, Martin Osterdal. Parce que je me suis dit, mais il était dans un coin, d'habitude il a un coin séparé ou un truc comme ça. Et c'est au bout d'un moment, je me suis dit, mais est-ce qu'il n'est pas en dessous avec les producteurs ou les cadreurs ou un truc comme ça? Et c'est après quand il est apparu. C'est vrai que c'était assez comparé à l'espèce de comptoir immense qu'il a généralement au senior, là c'est vrai qu'il était vraiment, c'était très discret où il était placé, quoi. Voilà, un peu déçu quand même du résultat de l'Irlande. Je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus haut quand même. Mais ouais, du coup, je pense que le rendu télé a joué aussi parce que c'est pas une chanson qui passait très bien à la télé, je trouve. Mais par contre, en live, c'était vraiment super. Et même si elle termine que 6ème, je suis content du résultat de l'Ukraine. Elle a fait vraiment sa performance, a mérité d'avoir une bonne place. Pareil pour la Géorgie, pareil pour tout le monde en fait. Donc et je dois même avouer, donc oui, donc ça irait plutôt dans les performances, mais j'ai oublié de le dire. Je m'étais un petit peu impressionné par la performance maltaise, qui j'avoue, le rap de Ike, je crois que c'est Ike qui fait du rap, était vraiment très très bien géré. Et il s'en est vraiment très très bien sorti et j'ai... Alors c'est Ike, mais oui. Ike. Donc vraiment super rap. Et du coup, ainsi conclut ainsi conclut notre débrief de l'Eurovision Junior 2021. Merci à vous de nous avoir écoutés, merci Adil d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci Gwen. Merci beaucoup. Merci Fred. Merci, moi je me languiture là, je peux plus attendre. Pareil, hein. Merci. Ça va commencer dans 4 jours avec l'activité du. Oui, avec la pression Ah mais ça a déjà commencé depuis un mois, Adil. Hein. Je sais pas si t'as remarqué. Oui. Très doucement. Merci Alexandre. Eh ben de rien, mon cher ami, et on se dit dans peut-être un an, enfin pas un an parce que du coup ce sera en Arménie, mais peut-être dans 2 ans, peut-être 3 ans, peut-être dans 20 ans, on verra bien pour le prochain. Et merci aussi à Corentin d'avoir été là pour avoir répondu à toutes nos questions. Et j'aimerais terminer quand même sur le fil. J'aimerais remercier du coup particulièrement Gwen, Fred et Alexandre d'avoir partagé du coup avec moi cet après-midi à Paris et donc à la scène musicale on a été ensemble.
Merci à vous d'avoir été là. Peut-être Adil la prochaine fois, du coup, si tu Pas peux de souci. venir. Merci à vous, merci à vous trois d'avoir été là. C'était vraiment une super soirée, une super après-midi. Pas de souci. Et du coup, ça Ça fait fait plaisir Ça m'en souvenait. après du coup depuis 10 ans que je suis l'Eurovision, enfin rencontrer des fans en vrai, c'était vraiment un très grand plaisir. Donc merci à vous. On se retrouve du coup, si tout va bien, du coup la semaine prochaine ou en fin de semaine pour un nouvel épisode de l'ESM Made in France. On a raté beaucoup de news, donc là on va être servi. Bonne soirée à tous et mangez bien. Mangez bien et surtout, à chaud, bonsoir. Et joyeux Noël à tous. Ouais. Les meilleurs à tous, oui.